Donc nous allons reprendre ce forum des solutions avec notre troisième réalisation exemplaire, celle proposée par la ville de Pantin en Seine-Saint-Denis, qui donc a expérimenté d'abord la hiérarchisation des cellules commerciales dans pas exactement son centre-ville, mais elle nous l'expliquera mieux que moi, au bénéfice et au profit de locaux d'artisanat. Elle va nous expliquer un petit peu comment tout ça a été mis en place concrètement, juridiquement et financièrement. Et j'ai donc nous avons l'honneur d'accueillir Zora Zema, qui est conseillère municipale déléguée chargée du commerce et de la valorisation touristique à la ville de Pantin. Merci d'être là. Pierre Meunier, le directeur adjoint de l'établissement public territorial Est Ensemble. Et les PARECA, dont on a déjà un peu parlé tout à l'heure, Christelle Brem, qui est la directrice des études de la stratégie et de la communication, et qui vont à trois voix nous présenter un petit peu cette expérience spécifique à Pantin, mais qui est tout à fait, il nous a semblé en tout cas qu'elle était transposable dans des villes moins grandes et avec éventuellement moins d'intensité ou d'attractivité économique. Je vous en prie. Bonjour à tous. En introduction un petit peu de l'exemple qui va vous être présenté, je suis donc conseillère municipale et ce qui m'importait de vous présenter aujourd'hui, c'était l'investissement d'une municipalité et notamment une volonté politique de revitaliser le commerce. J'ai sous les yeux donc un schéma qui représente la feuille de route que nous conduisons au niveau de la ville de Pantin et qui permet d'avoir une démarche globale, concertée, à différents niveaux, de façon à mener une politique de revitalisation commerciale qui a la volonté d'avoir une forme d'équité sur les quartiers de la ville. Nous avons 5 grands quartiers de ville et donc ce qui nous paraissait important, c'est que l'ensemble des quartiers soient dotés d'apports commerciaux, que par ailleurs nous puissions travailler à la fois avec des outils qui existent, mais aussi mettre en place des scénarios et des modalités de contact un peu différents pour mener cette revitalisation. Et donc à travers ce schéma, vous allez pouvoir constater que à la fois on s'appuie sur des outils réglementaires, d'urbanisme réglementaire. Par exemple, j'en cite un, nous avons défini un périmètre de sauvegarde du commerce, des outils d'animation et d'évaluation pour essayer de mettre en réseau les différents partenaires de la ville et les différents usagers de la ville, des outils de maîtrise de destination avec des partenariats bailleurs sociaux, par exemple, qui nous donnent en priorité la possibilité de flécher des porteurs de projets sur leur rez-de-chaussée actif, des outils de maîtrise foncière à travers pas mal de chantiers de restructuration, de polarité commerciale, de chartes d'encadrement des loyers qui sont effectivement extrêmement importantes pour pouvoir faire venir des porteurs de projets sur des niveaux de loyer accessibles, et notamment pour une ville comme Pantin, quand on arrive à obtenir du 14 € du mètre carré pour des locaux avec des prix capés, des locaux que nous fléchons et qui ne sont pas, qui sont des locaux assez centraux, c'est une gageure, mais c'est ce que nous essayons de mener régulièrement. Des outils financiers, avec un certain nombre aussi à la fois de plans connus, mais également un travail avec les partenaires que sont les entreprises locales qui ont pour certaines envie aussi pour leurs propres salariés que l'activité commerciale soit suffisamment attractive pour qu'elle puisse se permettre d'aménager dans des villes de banlieue, et notamment les commerces sont des vecteurs d'attractivité pour les salariés des entreprises, et par ce fait, nous avons des entreprises qui réfléchissent à du mécénat justement sur ces sujets de commerce. Et en dernier lieu, donc les outils d'urbanisme opérationnel, dont vous avez un certain nombre d'éléments cités, mais pas que. Parce qu'il faut aussi, pour pouvoir attirer
des enseignes, attirer des porteurs de projets, que la ville soit aussi, que le cadre de vie soit agréable, via de la végétalisation, via des modalités de transport, via un certain nombre d'éléments qui vont permettre à des acteurs de venir s'installer ou pas sur la ville. J'ai envie de finir également par vous dire que revitaliser le commerce pour une ville, même une ville de plus de 50 000 habitants, ça prend du temps parce que les relations, le partenariat avec les bailleurs, avec les propriétaires privés, ça prend du temps et que ce temps, il faut aussi l'introduire dans cette réalité de politique et notamment, comme on est à la veille des élections municipales, se dire aussi que on est, en tant qu'élu, en tout cas c'est comme ça que je vois ma place, humble serviteur d'une politique de revitalisation, mais qui va peut-être nécessiter 2 mandats, peut-être 3. Et donc cette politique doit s'inscrire aussi dans la durée et qu'à chaque mandature, il faut inscrire des éléments qui permettent aux équipes suivantes de poursuivre. Parce que sans ça, on subit un petit peu la temporalité des élections et pourquoi pas du changement aussi de couleur politique. Voilà. Je terminerai également par vous dire que ce travail ne peut pas se faire uniquement qu'à l'échelle de la ville, il doit se faire aussi à l'échelle du territoire. Donc on travaille main dans la main avec l'EPT Est Ensemble, qui comprend actuellement 9 communes dont Pantin. Et ce travail de partenariat et de réflexion est extrêmement important pour faire des allers-retours et également pour essayer de faire des économies de moyens, parce que plutôt que de répéter à l'échelle de 9 communes des expériences intéressantes, c'est peut-être de se dire Pantin aujourd'hui est une ville pilote sur tel aspect, Bondy le sera sur un autre aspect, et de pouvoir capitaliser de façon à rendre un peu fluide toutes ces expériences. Et je remercie également les participants précédents qui pour moi m'ont aussi aidé à éclairer ma réflexion d'élu. Merci à vous. Donc Pierre Meunier d'Est Ensemble, donc regroupement de 9 villes sur des compétences du développement économique. Donc là, le cadre stratégique vous a été donné. Effectivement, sur Pantin, il a été créé une polarité métier d'art. Effectivement, maintenant, c'est dans une logique qu'on appelle nous rez-de-chaussée actif, parce qu'effectivement, il y a les polarités commerciales qui, chez nous, ne sont pas fondamentalement en déprise, mais nous construisons énormément de logements et donc en fait on a l'ambition aussi de construire énormément d'emplois. Donc effectivement il y a l'emploi classique lié au tertiaire, au bureau, etc. Mais effectivement en rez-de-chaussée, les études commerciales ont leurs limites, c'est-à-dire montrent une certaine programmation, mais après nous on a d'autres locaux et il faut y adjoindre d'autres activités. Donc, une des polarités que l'on a créées, Pantin à l'origine, c'est la polarité métier d'art. Et donc, c'est l'EPARECA qui va vous parler de la constitution et de la convention qu'on a passée avec l'EPARECA, les bailleurs sociaux. Mais maintenant, ça s'inscrit effectivement dans d'autres outils. Je reprendrai la parole sur des outils beaucoup plus précis, comme effectivement la foncière, le fonds quartier, la maîtrise effectivement des loyers, les référentiels techniques, référentiels de loyer, les pop-up stores pour faire de l'activité temporaire, mais c'est pas que pop-up store, ça peut être boutique à l'essai, un certain nombre d'outils qui nous permettent effectivement d'améliorer le parcours des créateurs, le parcours des autres activités, que ce soit le commerce ou hors commerce. On a d'ailleurs une bourse des locaux qui est commune entre la ville et Est Ensemble, que ce soit en matière commerciale ou hors commerce. Donc on a une visibilité sur les mêmes locaux pour des activités différentes et pour des notions de réversibilité de locaux et d'adaptation dans le temps. Donc je vous laisse... Bien, merci, bonjour à tous. Une des questions qui nous a été posée était de savoir quel a été le rôle et la stratégie portée par EPARECA
dans le cadre de l'opération qui a été conduite à Pantin. Donc la stratégie des PARECA en soi, elle s'inscrit dans la stratégie portée par la collectivité puisqu'on est saisi par les collectivités. Donc c'est la collectivité qui porte un projet et demande à l'opérateur qu'est PARECA d'intervenir à ses côtés. Donc j'ai plutôt envie en fait de vous parler des conditions qui nous semblent nécessaires à la réussite de ce type de projet et de ce type de stratégie. Au départ, le point de départ, c'est une volonté politique forte. Et c'est aussi ce qui nous a convaincus d'aller sur un projet qui, à l'époque, était très atypique pour nous, puisque historiquement, on intervenait plutôt dans les quartiers de type grand ensemble, sur des polarités commerciales constituées. Et donc là, on nous demandait d'intervenir sur un tissu ancien, avec un ensemble de locaux voilà, diffus dans le quartier, et sur un sujet qu'on maîtrisait moins bien, qui était l'artisanat ou les métiers d'art. Donc, la première étape en fait de la démarche que l'on porterait naturellement et que l'on porte aujourd'hui dans le cadre de nos interventions, c'est d'objectiver, enfin Marie l'évoquait tout à l'heure, la capacité qu'on aura à faire venir des preneurs et à installer donc des commerçants ou des artisans dans les locaux qu'on sera amené à restructurer et à porter. Au cas particulier sur Pantin, on avait un ensemble de signaux au vert qui nous a confortés dans le fait d'y aller, notamment le fait qu'on a sur site un centre de ressources et de services hébergé au sein d'un lieu emblématique qui est la Maison Revel. Oui, porté par la ville de Pantin à l'époque et aujourd'hui par Est Ensemble, qui accompagne donc des porteurs de projets. On avait aussi, vous compléterez le cas échéant, des partenariats très étroits avec des écoles, notamment l'école Boulle, et puis des donneurs d'ordre qui étaient présents à proximité immédiate ou dans le territoire, et une demande latente qui n'était pas complètement objectivée, mais on sentait qu'il y avait des porteurs de projets avec des besoins très spécifiques qui ne trouvaient pas en fait de réponse dans l'offre immobilière existante ou en projet. Donc aujourd'hui, on réaliserait peut-être des études de potentiel en immobilier d'entreprise à travers des marchés à bon de commande qu'on n'avait pas à l'époque. Et donc, le simple fait d'avoir un contexte très favorable à cette expérimentation, puisque c'était présenté comme tel à l'époque, nous a conduit en fait à travailler donc à la remise à niveau d'un certain nombre de rez-de-chaussée d'immeubles qui étaient portés par le ou les bailleurs sociaux et avec un montage aussi très atypique puisque c'est une opération en 2 tranches. La première tranche, en fait, on a été locataire du bailleur social avec une sous-location à des artisans dans des locaux qu'on a réhabilités et sur une durée, en fait, qui nous a permis d'amortir les travaux qu'on avait pu réaliser dans les locaux. Et puis, dans la deuxième tranche, on est en rez-de-chaussée de construction neuve, opérations qui ont été réalisées par des promoteurs constructeurs privés qui nous ont cédé, en fait, des lots de copropriété. Ce qu'on ne ferait peut-être plus aujourd'hui, puisque l'idée, c'est d'avoir une étanchéité de fonctionnement entre ce qui se passe au rez-de-chaussée et ce qui se passe à l'étage, notamment pour limiter au maximum les charges pour les futurs locataires. Et au cas particulier, sur Pantin, le montage tel qu'il a été imaginé à l'époque et dans lequel on s'est engagé collectivement, nous a montré aussi la nécessité d'avoir cette étanchéité, puisque on a des artisans et des collectifs d'artisans ou d'artistes qui, finalement, compte tenu d'une activité qui est aussi très cyclique et parfois fragile, et très dépendante, en fait, des donneurs d'ordre, ont parfois du mal, en fait, à payer le couple loyer plus charges, d'autant plus que les charges, elles sont liées, en fait, au fonctionnement global de l'immeuble. Donc, un artisan qui doit payer les charges de fonctionnement d'un ascenseur qui ne dessert que les étages, il ne comprend pas forcément pourquoi. Et donc, du coup, ça a créé aussi des situations parfois un peu difficiles avec les locataires. Un autre aspect, donc, c'est donc, objectiver la demande, objectiver aussi la capacité qu'on aura à recréer des espaces qui seront suffisamment fonctionnels pour la destination prévue. Et bien adapté en fait en termes d'activité quotidienne aux besoins des artisans.
Voilà, ce sont des activités plus sensibles d'un point de vue technique qui supposent qu'on réalise des aménagements très spécifiques, ce qu'on n'a pas forcément fait à l'époque, notamment dans les constructions neuves, où finalement on s'est rendu compte que quand on a installé une jeune femme qui fabriquait des bijoux avec un logement juste au-dessus et un tout petit marteau qui martèle toute la journée et donc du coup qui crée des problèmes de voisinage et de cohabitation évidents dont on n'avait pas forcément anticipé l'existence, bah, ça devient un problème. Donc du coup, il faut aussi techniquement imposer aux constructeurs des prescriptions techniques très précises pour éviter ce type de problème par la suite. Et puis ce qui nous semble important aussi dans ce type d'opération, c'est d'avoir un effet de masse qui permet de rendre l'action publique visible et puis d'avoir un effet levier éventuellement sur ce qui se passe juste autour, avec l'idée aussi à terme d'avoir une gestion unifiée. Et donc dans cette opération, on a apporté près de 1000 m² de surface restructurée. Et bon, comme c'était un sujet assez nouveau pour nous et qu'on avait besoin aussi de convaincre nos administrateurs voilà, du risque qu'on était prêt à prendre pour accompagner la ville de Pantin, on a aussi pris quelques garanties. Et donc à l'époque, on avait travaillé sur des dispositifs qui permettaient de garantir la vacance les impayés. Et on a mis en place, ce qu'on met en place aujourd'hui assez systématiquement, ce sont des comités de commercialisation qui permettent finalement d'étudier les candidatures. On est aussi sur des activités qui ont souvent un ancrage local très fort. Et donc finalement, comme on est un établissement public national avec des moyens humains qui ne nous permettent pas d'être présents au quotidien sur les territoires, on a besoin aussi de s'appuyer sur les collectivités, les consulaires, les partenaires de la création d'entreprises pour identifier et repérer des porteurs de projets, analyser la qualité des projets et les installer dans les meilleures conditions possibles. Voilà, donc si je résume, objectiver la demande ou le potentiel en amont, s'assurer que le produit qu'on sera amené à livrer sera conforme à l'utilisation finale et puis prévoir très en amont, surtout quand on est avec des activités artisanales qui sont sans doute plus fragiles, en tout cas d'artisanat d'art qui sont sans doute plus fragiles, s'assurer en amont de la façon dont on va gérer l'activité et gérer les commercialisations futures. Voilà, donc après, je dirais que tout est possible et il faut un peu d'imagination, un peu de souplesse, un peu d'adaptation pour trouver les montages qui vont bien. Et aujourd'hui, on le voit dans les centres-villes, on a besoin de travailler étroitement avec les opérateurs logements, l'ANA, Action Logement, pour avoir en fait une remise à niveau complète des immeubles, qui est aussi une condition nécessaire, enfin techniquement, pour que ça fonctionne. Simplement de cette expérience, effectivement, les outils que l'on a été amené à mettre en place, c'est là, effectivement, cette polarité, elle a réussi aussi parce qu'on était sur des bailleurs sociaux. Mais effectivement, maintenant, on veut multiplier par 2 le nombre de locaux à destination des artisans dans le quartier et on va toucher des propriétaires privés. Et donc, les outils qu'on a mis en place, c'est sûr qu'on a mis un suivi d'écosystème de métiers d'art. Donc, pour dire aux propriétaires privés, de toute manière, soit vous avez de la vacance, mais nous, maintenant, on a une expérience en matière de métiers d'art, on connaît l'écosystème et donc on a une demande. Donc, effectivement, on sait quel est le niveau de loyer. En plus, pour vous, ça pérennise, c'est une forme de sécurité. On qualifie les métiers d'art qui vont rentrer chez vous. Même de manière complémentaire, maintenant, il y a un fonds quartier, c'est-à-dire que quand un utilisateur s'installe chez un propriétaire bailleur, il peut déposer chez nous une demande de fonds d'aménagement. Par exemple, des fois, certaines constructions neuves ou certaines constructions dégradées, le propriétaire ne veut pas prendre en charge la rénovation. Et bien, ça peut être pris en charge par le public, ce qui valorise effectivement le bien, mais avec l'obligation d'accueillir une activité qui a été, entre guillemets, désignée par la collectivité. Donc c'est gagnant-gagnant. En fait, toutes nos prescriptions, même les plus fortes, que ce soit même en matière de PLUI, de PLU, qui obligent à un certain nombre de choses, elles sont toujours accompagnées par des outils qui permettent aux propriétaires privés de dire bon, bah, on a une bourse des locaux, on a un écosystème, on connaît la gestion, on a un centre de ressources
pour les personnes, centre de ressources veut dire mise en commun des moyens informatiques, mise en commun de l'écosystème, etc. Donc, un certain nombre de propriétaires privés qui connaissent cette expérience-là sont plus attentifs maintenant que si on n'avait pas mis tous ces outils en place. Et puis, on est en train effectivement de discuter d'une foncière, cette fois-ci pour régler certains cas problématiques. Donc de se dire, il y a un propriétaire, il y a un local qui est déterminant pour la programmation économique générale ou pour démarrer une opération globale, eh bien à ce moment-là, il y a une foncière qui intervient, quitte à recéder pour plus tard, mais ça pour déverrouiller. Donc il faut définir les objectifs de cette foncière. Elle n'est pas simplement défensive, c'est-à-dire prendre un local en préemption parce que ça va se transformer en une activité qu'on veut pas. C'est simplement parce qu'on a anticipé une programmation économique avec les acteurs locaux, c'est-à-dire notamment les métiers d'art. Ils sont dans la gouvernance pour définir aussi cette masse critique, qu'est-ce qu'il faudrait devenir. Et d'ailleurs, grâce aux métiers d'art, maintenant, on a ouvert tous nos dispositifs à deux secteurs qui sont connexes, mais un peu différents, la mode et le design. Donc c'est aussi des étapes 3 et 4 par rapport à ce qui a été développé ici en termes d'outils et de développement. Sinon, si en termes d'outils, c'est sûr que là, on a parlé des bailleurs sociaux, des propriétaires privés, dans des opérations neuves, pour maîtriser les prix. Effectivement, il y a des conventions qui sont passées pour des niveaux de loyer, et c'est sûr que parfois, on passe par un outil qui est l'investisseur unique. On a plusieurs constructions et on demande en rez-de-chaussée qu'il y ait un seul intervenant. C'est pas obligatoire, ça peut être plusieurs propriétaires, mais des fois oui, pour avoir une péréquation. Donc à l'investisseur, on lui dit vous avez loué à des commerces qui ont des niveaux de loyer, je dis n'importe quoi, 220 € du mètre carré annuel, 300 € du mètre carré annuel, mais vous allez avoir des métiers d'art qui vont être à 120 € du mètre carré. Vous allez avoir une profession libérale qui, parce que chez nous on est aussi en déprise totale par contre pour le médical, à 80 € du mètre carré. Et donc on fait une moyenne, une péréquation. Peu ou prou, oui, on est peut-être à 10-20% en dessous du niveau de marché, mais compensé par le fait qu'on a une bourse des locaux qui est gratuite, donc on donne des demandeurs qui sont qualifiés dans ça. On a un fonds qui peut aider aussi à l'investissement, donc un certain nombre d'outils complémentaires. Merci. Moi, j'avais une question plutôt sur la genèse un peu de cette initiative. Il me semble qu'elle venait d'un constat à une échelle un peu plus globale, qu'il y avait en tout cas des qualifications d'un certain nombre d'espaces commerciaux, à la fois sur le site que vous avez dédié à la polarité métier d'art, mais aussi sur d'autres sites à proximité. Et donc, il y avait un choix un peu stratégique de la commune ou de la communauté de communes à faire, à hiérarchiser un peu les cellules commerciales entre ce qui relevait vraiment du commercial de proximité et ce qui pouvait être dédié à ces métiers d'art. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? L'élu va répondre, mais il y a une précision que je voudrais donner qui répond partiellement à ce que vous dites, c'est que cette polarité métier d'art, elle est quand même dans un des quartiers les plus populaires où urbainement c'est le plus difficile de la ville de Pantin. Donc on n'a pas voulu répondre à une tendance classique parce que effectivement Pantin par le canal est en train de se valoriser énormément. C'est vraiment sur des quartiers qui sont en situation de difficulté. Ce que je peux rajouter, c'est que les coques commerciales qui sont actuellement occupées par des artisans et des créateurs sont des coques qui étaient pour certaines des anciens cafés. Pour beaucoup, elles étaient à l'abandon, elles étaient dans un état de vétusté extrêmement grand, et qu'on a fait le pari aussi avec tous ces créateurs qui voulaient sortir un petit peu de leur appartement et d'avoir un vrai lieu dédié, de pouvoir, avec ce conventionnement, leur permettre d'exercer dans des locaux avec des tailles bien évidemment extrêmement différentes, et d'essayer, alors que nous étions dans des locaux en diffus, de pouvoir à la fois être dans du diffus, mais avoir une forme de centralité dans un quartier qui est le quartier des Quatre Chemins, et qui permettait de pouvoir travailler avec la maison ressources, la maison Revel, et de pouvoir assurer des liens entre eux. Voilà. Je salue l'arrivée du préfet Roland-Michel Blaiseau, qui est le directeur du programme Action Cœur de Ville, qui, je pense, pourra faire une petite intervention tout à l'heure. Simplement, je rebondis sur ce que vous disiez. À l'échelle, du coup, aujourd'hui, du quartier, est-ce que ça a pris
une dimension urbaine finalement, cette polarité métier d'art, au-delà des cellules elles-mêmes que vous avez réhabilitées? Je dirais deux choses. Je pense que c'était important pour pouvoir donner aussi une image différente de ce quartier populaire. Ça, c'est indéniable. Mais il faut continuer à travailler sur le côté inclusif. C'est-à-dire qu'on a des boutiques qui, le créateur, l'artisan travaille, mais n'a pas toujours le réflexe d'être au contact des habitants du quartier. Je dirais que c'est peut-être une des limites de l'expérience, fortement sans doute liée aussi au fait que la créativité peut demander aussi des temps un peu d'intimité. Mais le travail que nous avons à faire, nous, collectivité, ensemble avec l'Interco, c'est de travailler à ce que les artisans puissent davantage s'ouvrir sur le quartier, par l'ouverture de leurs boutiques, par un travail dans les écoles pour sensibiliser les enfants aux gestes artistiques, etc., etc. Voilà. Il y a quand même eu plusieurs ouvertures des artisans, c'est-à-dire qu'effectivement en matière d'école, il y a les classes métiers d'art, donc en fait c'est les artisans de la polarité qui dans les écoles, dans une école de Pantin, enseignent effectivement le geste, alors je sais plus c'est le nom de la section, mais ils le font. Il y a aussi des événementiels qui ont lieu sur Pantin, comme les Journées européennes des métiers d'art ou la Biennale des métiers d'art, qui est un événementiel donc qui est ouvert au grand public et dont les produits sont les produits notamment des artisans de la polarité. Et en fait, quand on voit le profil des personnes qui viennent à l'intérieur de la Biennale, bien évidemment, au tout début, c'était je vais le dire comme ça, les bobos, mais maintenant le pourcentage des personnes résidentes de Pantin augmente parce que ça se connaît et il y a une diffusion plus importante. Donc effectivement, ça prend un certain temps, mais il y a quand même une forme d'ouverture. Et là, évidemment, dans la stratégie, j'en parle pas du développement économique, cet ancrage territorial, que ce soit toutes les polarités, elle est très axée. Donc effectivement, on parle de rez-de-chaussée actif, on parle donc maintenant d'économie de proximité, d'économie présentielle, etc. Donc c'est pour avoir des ancrages. Et les métiers d'art en font partie. Et la mode et le design, quand on l'a étendu, c'est avoir effectivement aussi cet aspect à la fois de fabrication et d'ancrage local. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants sur cette expérience particulière de Pantin ou des témoignages qui peuvent résonner avec cette opération polarité métier d'art? Oui, juste une question. Je voulais savoir dans quelle mesure l'installation des ateliers Hermès et puis de l'antenne de la galerie Thaddeus Ropac avait eu une influence sur le développement de ces programmes commerciaux et artisanaux. Alors, ça a été relativement indépendant. Les deux exemples que vous citez de manière très différente, en fait, Hermès, en fait, a été peu dans cette action. Et ils ont été associés à un moment donné dans la définition du programme de la Maison Revel en tant que centre de ressources. Il devait y avoir une extension et ça devait être porté notamment par effectivement Hermès. Mais ils ont été peu associés. Pour lequel ils sont associés maintenant, c'est plus sur la RSE. Donc de manière générale, pas forcément sur les métiers d'art, mais sur la responsabilité sociétale et l'impact au niveau de la ville de Pantin, de son environnement, etc. Donc c'est pas forcément lié au métier d'art. Et Thaddeus Ropac, alors lui, il est arrivé après en fait la création de ce dispositif et lui il accueille des résidents, donc il y a une aura quand même qui dépasse largement Pantin. L'ancrage territorial n'est pas fondamental, mais par contre on le remercie fortement parce que c'était aussi un pari pour lui de s'installer sur une ville comme Pantin et ça a donné d'ailleurs une autre image aussi de là où il est, avec d'autres acteurs qui n'ont rien à voir avec les métiers d'art comme BETC, la communication, etc. et qui nous permet nous d'avoir des totems qui permettent effectivement par ailleurs d'avoir des politiques entre guillemets plus modestes au sens de communication, mais qui ont une réalité cette fois-ci pour le territoire. Je ne sais pas si j'ai été
très clair, mais voilà. Oui, je voulais savoir comment vous anticipez, d'une part, la réduction de la place de la voiture en ville et les contraintes que ça peut avoir en termes de stationnement et de mobilité, et la question de la logistique urbaine sur le type d'activité que vous avez évoqué. Ah oui, là c'est typiquement. Là c'est moi. Alors. Oui, alors en fait, il y a un plan, une stratégie de logistique urbaine à l'échelle d'Est Ensemble qui ne vise pas spécifiquement les métiers d'art. Mais effectivement, on est donc en discussion avec les opérateurs logistiques. Nous, on est donc en première couronne. Donc dans les schémas logistiques globaux, c'est entre, on doit avoir des plateformes de proximité, de desserte, etc. Et c'est ça qu'on est en train d'analyser, mais c'est pas uniquement pour le métier d'art. Certes, dans les prescriptions, indépendamment des plans de logistique, il y a des prescriptions en matière de stationnement, etc., de réduction carbone. Vous savez qu'est étudié aussi les flottes électriques, mais de manière générale, pas que pour les métiers d'art. Donc Paris, première couronne. Il y a la fameuse étiquette où on va mettre pour les professionnels pour dire aussi en première couronne, donc à l'intérieur de la 186, donc de dire il faut que vous trouviez des nouvelles modalités effectivement de logistique. Et là, on étudie effectivement toutes les plateformes locales intégrées, plus petites. D'ailleurs, certaines sont étudiées à l'heure actuelle en rez-de-chaussée. Donc c'est plus ces espèces de plateformes de deuxième couronne assez importantes, etc. Ça serait donc en rez-de-chaussée. Donc, à l'heure actuelle, tout ça est étudié avec les opérateurs de logistique pour donner un schéma et des opérationnalités. Mais vraiment, c'est global et c'est pas lié simplement au métier d'art, effectivement. Dans notre cas. La gestion du dernier kilomètre est fondamentale dans une ville. Fondamentale. Et tout à l'heure, quand j'évoquais ce travail d'implantation, de revitalisation quartier par quartier, je fais le pari que lorsqu'on a tout sur place, on peut prendre sa charrette et on va faire ses courses. Et par ailleurs, il y a une modification importante de la manière dont on s'alimente avec le développement du bio, des circuits courts, etc. Et on a de plus en plus, il faut arriver à mailler tout ce développement commercial, tout ce développement de certaines polarités, les métiers d'art ou autres, avec d'autres sujets très transverses que sont les transports, les mobilités douces, etc., etc. C'est une réflexion vraiment globale. On peut pas s'arrêter, et j'insiste vraiment, on peut pas s'arrêter et regarder le commerce uniquement ou les polarités ou l'occupation des rez-de-chaussée uniquement sous l'angle du commerce. Il faut mailler ce sujet avec des sujets très transverses qui font finalement la ville d'aujourd'hui et qui rendent la ville agréable. Alors justement, j'aurais peut-être un sujet très transverse, c'est celui de la réversibilité. Monsieur en a parlé, il me semble que la ville de Pantin est justement presque iconique de ça. Le Centre national de la danse, qui était avant un bâtiment municipal, que vous avez ensuite cédé et qui a connu une transformation exceptionnelle, reconnu tout le monde dans le monde de l'architecture comme... je pense sur toute la planète, tout le monde a regardé comment on pouvait passer d'une cité administrative à un lieu d'expression justement créative. Donc ma question est, quand vous thématisez comme ça sur les métiers d'art, avec je trouve cette intelligence, cette interaction avec la mode, le design, c'est assez formidable. Et comment l'étape d'après, c'est quoi? C'est-à-dire, est-ce que tout ça peut servir à d'autres? Imaginons que la ville, la demande soit complètement différente, et on voit bien l'accélération des modes de vie et autres. Comment vous anticipez ces nouvelles demandes? Alors oui, la notion de réversibilité donne lieu à un certain type de prescription technique, effectivement, pour les locaux. Alors quand nous on parle de réversibilité, c'est honnêtement la réversibilité activité-logement. On sait vraiment la faire. Donc ça se fait même naturellement par les opérateurs immobiliers. Nous, ce qu'on parle de réversibilité, ça serait de manière soit logement sur activité ou activité sur activité. Donc effectivement, il y a des prescriptions qui donnent des gabarits. Je prends par exemple un exemple classique sur les rez-de-chaussée. Souvent, on raisonne le rez-de-chaussée
en fonction en fait de l'habitat qui se trouve au-dessus. C'est-à-dire en fait les cages d'escalier impriment les formes des rez-de-chaussée. Nous, au développement économique, pour des questions de réversibilité, on dit non, on veut aussi l'inverse, c'est-à-dire que vous réfléchissez les conditions normales des locaux. Souvent, typiquement, on vous dit il faut qu'il soit rectangulaire, il ne faut pas que la largeur dépasse 2 fois la longueur, parce que sinon, ça veut dire que les réserves vont être mises en façade, et donc ça va être plus un rez-de-chaussée actif. Ça veut dire qu'on va avoir une discontinuité urbaine, on va avoir un commerce, un espèce de vide, un autre commerce, etc. Donc effectivement, et plus on particularise les locaux, plus ça veut dire qu'on ne peut pas les rendre réversibles. Donc c'est sûr qu'il y a des prescriptions aussi, en fait, par exemple, à de hauteur technique, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui s'adaptent directement déjà à l'activité et pas simplement au commerce, parce que c'est la plus grande hauteur. Mais il faut se méfier, parce que des fois, des villes ont bien voulu vouloir faire ça, donc ils ont pris des très grandes hauteurs. Bon, après, pour en réversibilité, on a dû créer des mezzanines pour conserver l'aspect activité. Mais plus on aura ces expériences-là, plus il y aura ces allers-retours. Donc nous, on a des référentiels. Plus ça permet cette réversibilité. Concrètement, vous avez converti combien de locaux commerciaux en locaux d'artisanat en quelques mois, années, je ne sais pas. Alors, sur la polarité que l'on parle là, parce que à l'échelle des ensembles, c'est bien plus conséquent. La polarité, là, pour l'instant, c'est 20 locaux. Et l'objectif, c'est de le doubler, donc de passer à 40. Oui, j'avais une remarque déjà sur les projets de Pantin. Pour nous, au CERAMA, ils rejoignent la thématique du maintien des activités productives, donc industrie et artisanat dans les agglomérations. Donc, on connaît les initiatives que font un certain nombre d'établissements publics territoriaux, dont Grand Orly, Seine-Bièvre aujourd'hui et Est Ensemble évidemment, et je crois également Pleine Commune, qui sont les plus connus. Du coup, peut-être une question, est-ce que vous avez des dispositifs, une action spécifique également sur l'industrie, pour réimplanter l'industrie? C'est un dispositif qui se développe sur Bordeaux, sur Lyon également, sur Marseille, sur Toulouse. Enfin, on a plein d'exemples aujourd'hui dans ce domaine-là, mais qui sont pas des villes, Action Cœur de Ville, là, loin s'en faut. Et puis un témoignage, je pense que les gens de Thiers sont pas là, mais sont Action Cœur de Ville. Alors eux, effectivement, on fait le choix d'implanter de l'artisanat d'art en centre-ville, dans ce qui est la ville haute de Thiers, pour ceux qui connaissent un peu la géographie de cette ville, parce que sur la question du commerce, en fait, ils en ont fait le tour et ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas aujourd'hui de potentiel pour redéployer des linéaires commerciaux dans ces villes-là. Donc ils ont utilisé le droit de préemption, ils ont fait intervenir l'établissement public foncier, alors là pour le coup établissement public foncier local d'Auvergne, pour acheter des locaux et pour les transformer en lieu d'artisanat dédié évidemment à la coutellerie, puisque c'est la spécificité de Thiers dans ce domaine-là. Voilà, donc c'est un exemple aussi qu'on peut citer d'intervention volontariste pour redynamiser un centre-ville tourné vers l'artisanat quand la question autour du commerce semble mener à une impasse, puisque sur le commerce aujourd'hui à Thiers, ça se passe majoritairement dans la ville basse. Merci. Alors peut-être en rebondissant sur cette intervention, est-ce qu'il y a d'autres témoignages de villes du programme Action Cœur de Ville face à cette opération pantinoise qui donc est grand parisienne, donc qui est un éclairage je trouve très intéressant, mais qui peut-être résonne différemment à vos oreilles quand vous êtes dans des territoires soit plus diffus, soit plus menacés, soit au contraire avec des spécificités plus locales. Est-ce qu'il y a d'autres Ma question elle va être relativement simple. Moi, je viens de la Haute-Marne, c'est un département, pour la petite présentation, qui perd 1000 habitants par an. Chaumont, la ville, perd 100 habitants par an. Concrètement, j'ai été sensible au discours de Madame la conseillère qui a parlé de la stratégie de réinvestissement, de revitalisation de la ville. Concrètement, comment avez-vous été convaincu par cette action, puisque moi, si je prends l'exemple de la ville de Chaumont, que je connais bien,
Quand l'élu est prédateur, entre guillemets, d'un grand groupe qui lui dit, bon, ben, ouvrez-moi tant d'hectares de local commercial et moi je vous mets 200, 300 employés pour une ville qui perd 100 habitants par an, c'est difficile de penser l'aménagement d'une manière un petit peu plus, j'ai envie de dire, de penser en termes de revitalisation. Lui, il va plutôt penser à la survie de son territoire. Oui. Alors, je pense, monsieur, que vos propos sont éminemment importants. L'élu, qui est le représentant quand même du maire, en l'occurrence, Pantin a la chance d'avoir un maire un peu visionnaire qui a envie de porter aussi une feuille de route assez claire sur sa ville. Et c'est la chance qu'a la ville. Et cette vision est importante parce qu'elle dépasse les étiquettes, elle dépasse aussi la temporalité. Et que si on s'inscrit dans la durée, on peut faire fi de ces séducteurs, on va dire, qui viennent taper aux portes des villes et qui disent « Nous, on va vous installer la cour des miracles, ne vous inquiétez pas, on va tout prendre en charge. » Mais c'est pas ça. La réalité, ce n'est pas ça. Faire une ville, ce n'est pas ça. On a près de chez nous, à Aubervilliers, un millénaire qui est un centre commercial qui périclite parce que, j'ai envie de dire, c'est presque l'exemple à ne plus suivre. C'est-à-dire qu'il n'a pas été réfléchi dans son insertion dans le territoire, quant aux mobilités, monsieur l'évoquait, quant à son besoin, hein, au niveau des consommateurs, etc., etc. Et je pense que c'est une bataille qu'il faut mener. Et surtout, il faut être très en phase avec une feuille de route qu'on se donne et sur laquelle on ne déroge pas, malgré les mirages. Je pense que c'est l'occasion de donner la parole au directeur du programme Action Cœur de Ville qui est confronté à cette question régulièrement. Voilà. Et puis je vous remercie. Bonjour à tous. Juste un mot sur ce plan. Alors, vous posez bien sûr une question fondamentale qui est au cœur du programme Action Cœur de Ville, qui vise c'est un plan de développement des villes moyennes. 2, c'est politiquement assumé au sens le plus noble du terme. C'est qu'on aurait pu faire un plan pour les villes moyennes, mais sans forcément centrer sur le centre-ville. On aurait pu dire on fait un plan de développement des villes moyennes, mais voilà, comme il y en a eu beaucoup, certains. Là, c'est une stratégie assumée de dire la priorité, c'est d'investir dans le centre-ville, de revitaliser ou de développer, etc. Troisièmement, comme ça a été très bien dit par Madame, le modèle économique d'un certain nombre de zones un peu anciennes, périphériques, est en train d'être révisé, y compris par les acteurs économiques eux-mêmes dans beaucoup d'endroits. Quatrièmement, et je ne vais pas vous asséner là-dessus, mais je ne sais pas où en est Chaumont, d'ailleurs je devais venir vendredi pour l'inauguration de l'antenne du CNAM, mais je n'ai pas pu venir. Mais avec les ORT, l'opération de revitalisation du territoire, les élus ont en tout cas à leur disposition des outils complémentaires pour, je le dis ça, mais je vois Laurent Veil de la Direction Générale des Entreprises, donc je fais attention à ce que je dis, parce qu'il est le gardien du temple de la liberté d'installation du commerce. Je plaisante, hein, Laurent, enfin je plaisante à moitié, mais c'est-à-dire de passer d'un urbanisme commercial un peu subi à un urbanisme commercial choisi. Bon. Ça veut dire quoi? Favoriser les implantations en centre-ville. Donc, s'il faut créer des emplois, on préfère qu'ils soient dans des enseignes un peu locomotives qui s'implantent dans les centres-villes. Et puis, le décret est sorti cet été et la circulaire au préfet est en préparation. La possibilité pour les élus, dans les secteurs extérieurs au secteur d'intervention de l'ORT, de pouvoir saisir le préfet si on estimait que tel projet serait susceptible de menacer gravement l'opération de revitalisation du centre-ville. Donc, la question que vous posez est fondamentale. Elle est vraiment au cœur du programme Action Cœur de Ville. Il ne s'agit pas d'opposer bêtement centre-ville et périphérie, de retrouver un meilleur équilibre, davantage de bon sens,
et aussi d'être davantage en prise avec les nouvelles attentes des habitants consommateurs, qui n'est pas forcément de faire ses courses pendant 3 heures dans une zone extrêmement éloignée. Et donc l'ORT notamment donne aux villes qui sont en train de s'en doter des outils pour mieux appréhender ce sujet. Voilà, non, je ne développe pas plus, mais c'était le... Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la dernière séquence de cet après-midi. Je vous remercie beaucoup.